Ok, générique. Le chip. Le chip. Vous avez attendu Lauryn Hill pendant 2h30 à Bercy à son concert et la taxe d'habitation vient d'être prélevée sur votre compte en banque. Vous le sentez, le coup de mou automnal qui se transforme gentiment mais sûrement en dépression hivernale ? Détendez-vous, vous écoutez le chip et on va vous faire oublier tout ceci. Alors, autour de la table, on retrouve donc Kevin Donna. Hello. Bonsoir. Et François Oulac. Salut. Et cette semaine, on a un invité de qualité puisque Pierre d'Almeida, journaliste au magazine Stylist, porte-parole francophone de Beyoncé, Gisèle Knowles Carter et auteur d'un article légendaire sur Confessions nocturnes de Vita et de Diams, nous fait l'honneur de sa présence. Salut. Bienvenue. Introduction ever. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, Kevin, tu continues ton projet de Black Connection Unlimited ? C'est ça. La semaine dernière, j'ai eu un journaliste et podcasteur noir américain de qualité, Ira Madison III. T'avais recommandé son podcast dans l'ancienne saison du Chip, saison dernière, son podcast s'appelle Keep It. Et donc c'est grâce à Jennifer Padjemi, justement de Miroir Miroir, que j'ai pu qu'on embrasse, que j'ai pu rencontrer Ira. Et donc voilà, il m'a fait son accent français Catherine Deneuve que j'adore. Qui le fait tout le temps dans son podcast. Il le fait tout le temps dans son podcast. Et aussi, petite anecdote marrante, on était dans le 5e, on passe devant Place de la Sorbonne et il y a une boutique Gap. Et là, il s'arrête. Il sort son téléphone, il prend une photo. Et en fait, il était super surpris parce qu'en pub, sur la pub Gap, il y avait des noirs. Et j'ai jamais vu ça aux États-Unis, un Gap avec des affiches avec des noirs dessus, ça c'est incroyable. Pour une fois qu'on a de l'avance. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il m'a fait un SO, un shout-out sur Twitter. Et donc j'ai croulé sous les demandes. Merci Ira, bisous, cœur avec les doigts. Un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Alors pour ce trash show iconique, moi je vais vous faire un trash show iconique un petit peu musical. On est très musicaux depuis un petit moment. La dernière fois on a eu Mel qui nous a parlé de en quoi c'est raciste. Là je vais vous parler de la chanson du rappeur Cobb Johnson que vous connaissez j'imagine. Macron, démission. Macron, démission. Gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes. Un vrai tube Faut de danser l'automne. petit. Plus de 900 000 vues sur YouTube à l'heure où je parle, tube déjà viral, relayé par les médias. Si l'Express en parle, c'est que c'est vraiment important. Ça doit être ça. On a déjà vu des gilets jaunes en train de s'enjailler sur les barrages et les blocages sur ce morceau, disponible dans tous les cours de Zumba de France et de Navarre. Je lui décerne un iconique sans grande surprise, non pas pour la qualité musicale, ça chacun sera libre d'en juger. C'est pas un mauvais morceau en soi, c'est du sous-NASA, mais bon voilà. Non mais les paroles, quand même. C'est pas du. Faut danser petit. Mais c'est pas du. Comment dire, c'est pas de la chanson française, c'est pas du slam, tu vois, c'est du coupé-décalé, donc faut être. Je savais que t'allais en dire du mal. Non, au contraire, faut être raccord, tu vois. Faut l'apprécier pour ce que c'est, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas les codes du genre, tu vois. On demande pas à une chanson de ce genre-là d'être lyrical. Ouais. C'est comme si tu disais One More Time, tu vois, de Daft Punk. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Non, tu me suis pas là. Je connais pas la chanson. Vas-y, enchaîne. Moi, évidemment, je décerne un iconique parce que je suis toujours content de voir des afro-descendants qui se mêlent à ce genre de mouvement. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on a vu et entendu et lu beaucoup de choses. On a tendance à percevoir ce mouvement comme un mouvement essentiellement blanc qui concerne les personnes des Français, on va dire, de souche, des classes moyennes et classes moyennes paupérisées. Et du coup, c'est bien, je trouve, en termes de visibilité, qu'on ait des afro-descendants, des personnes racisées qui amènent leur regard et leur délire au mouvement des Gilets jaunes. La colère populaire, le poujadisme n'est pas réservé aux blancs des classes moyennes. Non mais c'est vrai parce qu'en plus la classe moyenne souvent c'est perçu comme un truc de blanc alors que la paupérisation de la population ça te touche indépendamment de ta couleur de peau. Ça touche tout le monde. Moi je suis noir, je suis classe moyenne et je suis paupérisé. J'ai envie qu'on m'entende. Par exemple, le collectif Vérité pour Adama a appelé à se mêler au mouvement des Gilets jaunes parce que justement, il faut aussi, dans ce mouvement de colère populaire qui est un peu hétéroclite, faire entendre la voix justement des personnes racisées et puis évidemment des personnes des quartiers populaires. Donc, pour toutes ces raisons, je trouve ça très cool. Ensuite, je voulais vous faire écouter un autre extrait d'une autre personne
celle d'un homme qui se présente comme panafricain. Je sais pas si vous avez vu cet extrait, moi je l'ai vu sur l'Instagram de Booba. Ouais, tu me l'as envoyé, c'est moins dansant. Qui est un peu mon équivalent du monde.fr. Ta page d'accueil. C'est un mec qui se présente comme un panafricain dans une ligne du métro parisien, manifestement à la ligne 1. Et lui aussi, il a un avis sur le mouvement des Gilets jaunes. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. On a un message à faire passer nous. Je suis monsieur Ngoumad Mongbi Donald, un panafricain. Comme vous le constatez, j'ai un gilet jaune. C'est bien beau qu'on se plaigne pour le carburant. Mais vous devez savoir que la France n'a pas de puits de pétrole. Le carburant que vous avez, pour lequel vous vous plaignez, c'est pour qu'on tue encore des Africains. Les gilets jaunes sont en train de se plaindre. Vous mettez du sang africain dans vos voitures. Lorsque vous prenez le café, en France on ne fabrique pas du café. Le café vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. L'uranium, là, le train là fonctionne l'électricité. Il n'y a pas en France. C'est le Niger, l'uranium du Niger. Le monde et le luxe que nous vivons, c'est par le prix des milliers de personnes qui crèvent en Afrique. Et ça, on paye de notre sang pour ce luxe que vous vivez là. On paye de notre sang. Bon. Ça casse l'ambiance. Ouais, c'est dur d'en parler en tant que journaliste, d'abord parce que j'en ai un peu parlé avec des collègues en rédaction. Et le problème, c'est qu'il y a un problème d'authentification de la vidéo. C'est-à-dire qu'il faut retrouver, avant de pouvoir en parler concrètement et sérieusement, il faut d'abord retrouver l'auteur de la vidéo, savoir qui est la personne qui parle sur la vidéo. Et puis, en fait, pendant l'extrait, il parle beaucoup du système de la France-Afrique et notamment qui consiste, pour ceux qui auraient un peu dormi, en une succession de c'est un système mis par De Gaulle qui en fait avait pour but de défendre les intérêts de la France, notamment par rapport aux matières premières sur le continent africain et dans les anciennes colonies, en déstabilisant les régimes africains et en remplaçant les dirigeants africains par des dirigeants mis par le pouvoir français pour pro-France, pour pouvoir qu'on puisse continuer à avoir des matières premières à petit prix, voilà. Et donc il parle notamment de l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso, de l'ascension de Denis Sassou Nguesso en RDC, tout ça. Donc voilà, dans le fond, non seulement il faut authentifier la vidéo avant d'en parler, mais il faut aussi un peu fact-checker ce que raconte cet homme. J'ai pas tout fact-checké, je suis pas un spécialiste de l'histoire des colonies françaises. C'est pas ça le plus intéressant, je trouve, dans la vidéo. C'est ce qu'il dit sur les matières premières, en fait. L'idée selon laquelle la France et par extension l'Europe de l'Ouest doit sa richesse à la colonisation et au pillage des ressources africaines, bon, ça, a priori, c'est pas vraiment une idée très discutable. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. En tout cas, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu parler de cette théorie. You get my back. Je connais cette théorie. Donc voilà, l'idée selon laquelle la France, en son empire colonial, serait une puissance de seconde zone, ça, je pense que c'est indiscutable. Voilà, c'est deux iconiques, donc, pour moi. Et je trouvais ça drôle de mettre les deux en regard, parce que c'est deux regards de personnes racisées, de personnes afro sur le mouvement des Gilets jaunes, qu'on a d'une part pas beaucoup entendu dans les grands médias, qui n'ont pas beaucoup été relayés, et qui permettent vraiment de mettre les choses en perspective. Et puis surtout, c'est deux approches très 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 différentes du bail, quoi. Qui se complètent assez. Hein. Qui se complètent assez. Moi, cette semaine, j'ai un iconique qui va au musée du Quai Branly, qui en fait défend le travail des guides conférenciers français en traînant des pieds. En fait, alors je récapitule. La semaine dernière, donc l'historienne des arts Bénédicte Savoie et l'économiste Felwine Sarr ont rendu un rapport à Emmanuel Macron sur la restitution du patrimoine culturel africain. Et donc tout avait commencé en fait il y a un an avec le discours de Ouagadougou, où Emmanuel Macron s'était engagé à restituer une partie au moins, voire l'intégralité du patrimoine culturel africain. Des œuvres d'art collectées. Collectées ou pillées, en précisant que ce patrimoine devait être mis en valeur, pas seulement à Paris, mais aussi à Dakar, à Cotonou, à Lagos. Donc, le rapport est tombé la semaine dernière et il dresse un premier inventaire des œuvres spoliées, donc environ 90 000 pièces. Ouh, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Hein. Felwine Sarr lui-même disait que les experts locaux étaient incrédules et ne pensaient pas qu'il y en avait autant. Même les experts sur place en Afrique ne savaient pas non plus, se doutaient pas qu'on était à ce niveau-là. Donc ensuite, dans le rapport, il
Il raconte les tentatives précédentes d'anciens chefs d'État pour récupérer des œuvres d'art et que c'était un peu... il s'était opposé à une vraie condescendance occidentale. Vous n'allez pas savoir vous en occuper, donc pour l'instant, c'est nous qui gardons. À peu près ce niveau-là d'argumentation. Et ensuite, il analyse aussi les questions juridiques, parce que c'est pas si simple que ça de rendre. Pour des questions très légales, en fait, ça fait partie des collections françaises, des collections nationales, donc ça sort pas comme ça aussi facilement. Et bien évidemment, le rapport n'a pas été bien reçu par tout le monde. Notamment... Juste une petite... Donc on parle vraiment que des musées, là, on parle que des musées français. Oui, on parle des musées, pas par exemple des marchands d'art pour l'instant. D'accord, ni des marchands d'art, ni des collections privées. Non. On parle des musées nationaux ou privés également? Non, on parle surtout des musées nationaux, des choses qui appartiennent aux collections nationales. Je sens le Killmonger qui monte en France. Pas du tout, c'est juste pour préciser d'abord l'étendue du phénomène, et surtout ça veut dire qu'il y a énormément d'objets qui sont pas du tout, de collections qui sont pas du tout concernées. Les musées nationaux, c'est pas tous les musées de France, quoi, tu vois. Il y a plein de musées privés. Il a commencé quelque part. Mais en fait, sur l'inventaire qui a été fait et sur le fait qu'il y a une grande partie de ce patrimoine qui sort hors d'Afrique, c'est principalement en fait l'action une action publique, en fait, une action d'État qui est derrière. D'accord, je voulais juste préciser. Et du coup, donc, ce que je disais, c'est que ça n'a pas été bien reçu par tout le monde. Évidemment, ça a posé des questions chez les partisans du grand partage de civilisation qui était la colonisation. C'est un chip que j'ai entendu. Et aussi dans le milieu des musées, du coup. Parce que le musée Quai Branly Jacques Chirac, sur les 90 000 pièces africaines en France, 70 000 sont chez eux. Donc, c'est les premiers concernés. Du coup, même si le musée a ouvert ses portes, donné accès aux archives, aux registres, etc., pour faire l'inventaire, donc Stéphane Martin, le président du Quai Branly, voit ça d'un mauvais œil. Il dit qu'il déplore une logique où le patrimoine devient l'otage de la mémoire. En mode stop à la repentance. Et qu'on laisse les musées sur la touche. Du coup, il y aurait trop de place à la question coloniale dans cette histoire. D'accord. De toute façon, on attend encore du concret. Il n'y a pas encore de loi. Cela dit, Emmanuel Macron a annoncé la restitution immédiate, donc dans les semaines qui arrivent, aux autorités du Bénin de 26 œuvres dérobées au roi Béhanzin pendant la conquête coloniale au 19e siècle. Et moi, mon opinion personnelle dans tout ça, c'est qu'il y a pas mal de raccourcis et de demi-vérités. En fait, il y a des arguments un peu bancals du style bon, mais ça va, il y a des œuvres d'art françaises à New York, à Londres, à Moscou, on se plaint pas. Là, c'est pas du tout la même chose, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Elles n'ont pas été acquises de la même manière. Elles n'ont pas été acquises de la même manière, et puis on est surtout sur des quantités en fait disproportionnées. Ça, on arrive à 90% du patrimoine hors du continent. Donc une première chose, c'est que l'argument de mais vous savez pas savoir vous en occuper, il y a des musées en Afrique, et de deux, tout ne doit pas aller nécessairement dans un musée. Ça, c'est une vision aussi très occidentale de dire non, mais tout doit aller dans un musée, en particulier pour des lieux de culte. Donc libre aux populations concernées de s'en approprier comme ils veulent. Et puis juste un dernier point, sur les gens qui s'inquiètent pour les musées, etc., si on rend, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà arrivé en fait. En 1815, après la défaite de Waterloo, il faut rendre des œuvres d'art que Napoléon a pillées. Et du coup, il y a eu des échanges, il y a eu des négociations, on a racheté, on a échangé, on a rendu, et ça n'a pas été la fin du monde. L'Italie, elle cherche toujours à récupérer la Joconde, alors qu'il est. Ouais, mais si tu veux, ça, c'est bien avant les conquêtes de Napoléon. Oui, non, bien sûr, parce que je dis, c'est quoi, t'as raison, c'est pas du tout nouveau. Oui, c'est pas du tout nouveau. Et l'Italie, d'ailleurs, il y a quelques années, j'écoutais une émission il y a quelques années, Berlusconi a rendu des œuvres d'art à l'Éthiopie. En disant, vous voyez, un mec bien. En disant, vous voyez, nous, on rend les choses. Wink, wink, la France. Wink, wink, François Fillon. Il y a l'exemple le plus célèbre, c'est les Noces de Cana, en fait, qui est le plus gros tableau du Louvre, qui fait 67 mètres carrés, qui a jamais été rendu. Parce qu'il n'y avait pas la place, c'était compliqué, etc. Donc il y a eu des négociations. Bref, tout ça pour dire que c'est assez cool que ces œuvres d'art, les 26 déjà béninoises, rentrent sur RFI. Il y avait un témoignage hyper intéressant d'étudiants du Bénin qui étaient hyper lucides sur la question en disant ça va créer des opportunités, des perspectives qu'on n'a pas jusqu'ici, d'un point de vue scientifique et culturel, mais aussi d'un point de vue économique, le tourisme. Bien évidemment. Donc en conclusion, c'est pas aux Français, pays le plus visité au monde, qu'on va apprendre les bienfaits de conserver son patrimoine et d'en profiter et de le marketer et de le vendre aux autres, quoi. Well said, brother. Voilà. Alors mon iconique à moi, c'est celle de beaucoup d'entre nous, c'est Christiane Taubira, qui est passée devant tout un tas de vieux hommes blancs fripés et a été élue homme politique de la décennie par le magazine GQ. Donc j'ai envie de dire Nicolas Sarkozy. T'as dit son nom de famille, du coup la blague en gros marche moins.
Alors GQ dit, entre guillemets, qui aurait assez de panache et de style pour incarner l'homme politique de la décennie, une femme, Christiane Taubira, à l'évidence. D'ailleurs, les sourires balisent son chemin, le chauffeur de taxi veut un selfie, la jeune hôtesse de l'hôtel l'aime beaucoup. Bien que retirée des affaires, Christiane Taubira est une star. Le mariage pour tous reste la réforme sociétale majeure de ce début de siècle. Parce que oui, donc Christiane, même si elle n'a pas été présidente, elle a un CV et son CV, il fait le boulot. Députée à l'Assemblée nationale entre 1993 et 2012, parlementaire européenne, c'est la force derrière la loi de reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. 10 mai 2001. Merci. Candidate à la présidentielle de 2002 et ministre de la Justice en 2012 sous François Hollande, porteuse de la loi sur l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Donc elle a fait beaucoup quand même. Dans son interview à GQ, Christiane, elle parle de MeToo. Quand GQ demande s'il manquait quelque chose au féminisme avant, elle les renvoie gentiment dans les cordes en disant que non, pour elle, il manquait pas quelque chose, car je vois le féminisme comme une exigence simple, abrupte et absolue, l'exigence d'égalité. Toujours dans sa langue, comme on l'aime, quoi. Et en fait, ce que j'aime bien dans son interview, c'est que on sait, elle manipule la langue, donc elle fait des petits taquets derrière la tête sans vraiment le dire ouvertement. C'est la clapback, la meuf. Mais sur les plateaux télé et tout, est géniale. on aurait pu faire une compilation. Donc là, sa cible, c'est l'universalisme à la française. En gros, nous pensons que notre histoire est un peu plus belle que les autres, mais incontestablement, nous ne sommes pas à la hauteur. Donc, prends-toi ça, la France. Et elle appelle aussi à l'accueil humain des migrants, dit qu'elle a été plus touchée par le racisme que le sexisme dans sa vie. Elle se moque gentiment d'Emmanuel Macron sans le nommer, parce qu'elle est pétille un petit peu, hein. Mais elle est iconique pour moi. Pour terminer, j'ai envie de dire Taubira 2022, 20 ans après on est champion, allez les Bleus. Bon, bah, voilà. C'est ça, voilà. Le trashico des réseaux est de retour, it's back cette semaine, cette fois, cet épisode, bref. On vous a demandé, on vous a parlé du clip d'Orelsan et Damso, Rêve bizarre, je sais pas si vous l'avez entendu. Noir, San, Dams, hey, hey, ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais si mal j'ai fait. Très beau clip pour un morceau quand même assez puissant. Tu l'as entendu, Pierre, le morceau? Non, je keep up pas trop avec Orelsan. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien parce qu'il est né à Caen et moi aussi, mais sinon j'assume pas trop, quoi. Putain, moi j'étais un gros fanboy d'Orelsan jusqu'à son dernier album justement qui était trop variette, et puis là il est revenu dans mes grâces du coup grâce à ce morceau. On vous a demandé votre avis sur Twitter par rapport à un passage en particulier où l'on voit Damso qui est en featuring donc sur le morceau, qui est habillé en esclave et qui est grimé en blanc, il est en whiteface. Vous avez été une petite centaine à voter. On a posté le truc un petit peu tard, c'est vrai. Alors vous avez été 4% à répondre trash, c'est choquant. Vous avez été 53% à répondre iconique, c'est subversif, et 43% à répondre fraternité, comme dans le tube. En quoi c'est raciste? J'espère que vous avez compris. J'espère que vous n'avez pas juste dit fraternité sans savoir ce que c'était sur Internet. Wesh. Alors on a également l'influenceuse, mannequin et créatrice de bijoux Adeline Rapon. Je me rattrape pour la dernière fois que j'ai parlé d'Adeline Rapon. T'as dit quoi? J'ai dit qu'elle était juste Instagrammeuse. My bad. T'avais pas dit la meuf d'internet? J'avais dit la go avec des cheveux là, tu sais. Qui nous dit que c'est iconique, mais pas autant que le whiteface de Tyler the Creator dans le clip de Who Dat Boy avec A$AP Rocky. Je pense que Kev t'es d'accord. Bon, oui. Moi je pensais beaucoup au whiteface de Snoop Dogg lorsqu'il s'était déguisé en blanc. Pour Halloween. Ouais, pour Halloween. Bon, c'est un peu moins iconique. Et il y a White Chicks aussi, quand même. Fausse blonde infiltrée. Voilà. Les frères Wayans. Fausse blonde infiltrée 2004, quand même, qui avait été accusé de racisme anti-blanc à l'époque. Oui, c'est vrai. Ben, écoutez, là, je sais pas. Enfin, j'ai vu quelques réactions. Évidemment, il y a des petits commentaires en mode oui, racisme anti-blanc. Même quand je le dis, vous voyez, on entend la chanson. Par contre, la blackface, ça va, tu vois. C'est un long débat. C'est toujours le même débat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4% seulement donc du coup de trash dans notre audience. Donc bon, a priori, les gens qui écoutent le type ont très bien compris. Désabonnez-vous. Les gens ont très bien compris, voilà, la différence de standard, le double standard qu'il y a entre le whiteface et le blackface. Moi, je suis étonné. Moi, je pense qu'on a le droit d'être choqué, de trouver ça borderline. Être noir, c'est pas un déguisement, c'est pas une façon de, c'est pas un masque qu'on peut enlever et mettre à l'envie. Beaucoup le font. Ouais, être blanc non plus. Je pense pas que ce soit l'idée. Évidemment,
pourquoi tout le monde a répondu iconique ou fraternité et que je vote à peu près la même chose, c'est parce que voilà, le whiteface, pour ceux qui se demandent, ne s'adosse pas à la même tradition qui consiste à singer, à moquer, à la même tradition raciste que le whiteface qui, paradoxalement, n'a été utilisé par des personnes noires que justement pour dénoncer le racisme. Donc c'est assez drôle. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit Damso en whiteface dans le morceau, c'est pour servir en fait une punchline qui justement dénonce le racisme. En fait, il fait une sorte de juxtaposition entre le mot noir et le mot blanc. Il dit c'est écrit noir sur blanc que le blanc c'est mieux que le noir parce que le noir est plus clair en gros. Et donc ça rentre totalement dans cette espèce d'imagerie subversive. Et c'est marrant, je parlais avec une collègue il y a pas longtemps de Kerry James qui fait, vous savez, du rap conscient, tout à fait conscient, politisé et anticolonialiste. Et j'adore le fait que Kerry James existe. Et elle me dit pourquoi t'aimes pas Kerry James et franchement je trouve beaucoup plus d'exutoire, de catharsis et de charge politique dans une punchline de Booba du genre ils achètent négro sur place publique et pour eux rien n'est grave, ou dans une image comme ça, parce que l'image dans le clip elle dure 2 secondes dans une image comme ça, que dans tout un album de Kerry James. Et j'ai envie de voir plus d'images comme ça par des artistes français, francophones. Je trouve que ça manque un peu, malgré les beaucoup de talents qu'on a ici dans le rap français. Voilà, donc évidemment, c'est un iconique pour ceux qui n'auront pas compris. Je me rends compte que j'ai oublié de dire que, en fait, quand je disais iconique, pour le mien, c'était ironique. C'était un ironique, du coup. C'était un icronique. Trash ou ironique, c'est bien. On va lancer un truc comme ça. C'est ça. Pierre, tu es journaliste à The Stylist. Yes. Et tu as écrit un article passionnant sur la race dans le numéro qui paraît cette semaine. Merci. Le titre de l'article, c'est Noir, c'est noir. Et l'introduction, je cite, « Qu'est-ce qui fait de Meghan Markle la première femme noire à intégrer la famille royale britannique et pourquoi ne dit-on pas de Barack Obama qu'il est métis ?» Tu es toi-même métis et tu as convié 2 chercheurs à discuter sur cette question. Louis-Georges Tin, professeur de lettres et président du CRAN, qui est français. Président d'honneur, il y tient, parce qu'il n'a plus de fonction effective maintenant. Président d'honneur du CRAN. Et G. Reginald Daniel, professeur de sociologie, qui lui est américain. Pourquoi as-tu voulu recevoir ces 2 experts ? Pourquoi un français, pourquoi un américain ? Il y a une tendance, quand il est question de traiter les questions de racisme en France, à voir ça comme quelque chose qui concerne que les États-Unis ou que ailleurs. Quand il y a Oscar So White, on traite le sujet abondamment et on se rend pas compte que les Césars souffrent du même problème, et c'est un truc qui se vérifie régulièrement en fait. Et quand il était question de racialisation des personnes métisses, je voulais pas simplement m'adosser à un truc que moi je connaissais en tout cas avant d'écrire cet article, qui est la règle de la goutte de sang noir. C'est un concept historique qui est relativement connu, et je voulais essayer de montrer que la racialisation des personnes métisses, ça a autant été une question aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, il y avait les Antilles, il y a tout un vocabulaire, les chabins, les mulattes, qui s'est développé autour de cette question de la racialisation des personnes métisses. Je voulais juste pas prouver, mais en tout cas montrer que c'est un problème qui nous concernait tout autant qu'il concernait les Américains. On reviendra sur les termes, sur la question des mots un petit peu plus tard dans la conversation. Ouais. Une des portes d'entrée de la réflexion, c'est le scandale qui est très, très récent du nigger fishing ou black fishing. Alors voilà, il y a en gros, j'ai découvert le nigger fishing à travers une jeune femme qui s'appelle Emma Alberg. C'est quoi ce terme ? Moi, je le connaissais pas beaucoup. On y arrive. C'est arrivé de Twitter. Emma Alberg est un mannequin suédois de 19 ans. Et en fait, elle apparaît très foncée sur ses posts. Et il y a pas très longtemps, en fait, elle a fait un tuto YouTube où en fait on la voit donc avec sa peau très claire en fait s'appliquer du maquillage et devenir noire. Et donc là, il y a eu une tempête de caca. Ma question, c'est en quoi c'est raciste ? Stop. Déjà, pour revenir à ta question, François, le terme de nigger fishing, il est juste calqué sur le terme de catfishing, tu sais, comme quand tu fais semblant de... Enfin, quand tu utilises les photos de quelqu'un d'autre sur un réseau de rencontres pour parvenir à tes fins, quoi. Ça m'arrive tous les jours. Ça m'arrive tous les jours, j'en peux plus. Et là, le cas de Emma Alberg et toute la foule d'Instagrammeuses qui ont été exposed par d'abord un compte dont je me souviens plus du hâte, et après plusieurs comptes parce que le tweet originel avait sauté. Donc toutes ces meufs qui sur Instagram, c'est très compliqué de qualifier ça parce qu'on peut pas dire qu'elles faisaient semblant d'être noires parce qu'elles l'ont jamais expressément formulé de la sorte, mais il y avait de façon très très visible
une appropriation des codes esthétiques des filles noires qui existent sur Instagram. Ça passait de façon très très basique par de la peau foncée, Photoshop ou bronzer, je suis pas encore sûr aujourd'hui de quoi il s'agissait véritablement. Pareil pour les vêtements, pour les cheveux, j'avais lu des tweets qui expliquaient que ces meufs-là passaient leur soirée à se tresser les cheveux puis enlever les tresses le lendemain matin pour passer du 1A à un 3AB. Non, on n'était même pas là, tu vois. Et en quoi c'est raciste? Bon, ce que j'explique, c'est impossible de m'enlever le rythme de la tête, mais ce que j'explique dans cet article, c'est que donc ça s'approche évidemment de la blackface, même si c'est fait de façon un peu plus subtile que les gens qui se déguisent en Crazy Eyes pour Halloween. Ça s'approche de la blackface parce que c'est penser que déjà le fait d'être noir, c'est une esthétique qu'on peut employer à l'envie, à loisir. Et donc voilà, c'est en ça que ça s'approche de la blackface et que donc forcément c'est raciste, quoi. J'ai une amie blogueuse blanche, Pauline, qui me disait qu'elle trouvait que que c'est les Kardashians, et les Kardashian-Jenner qui ont ouvert la porte à ça. Et ça me fait penser à une vieille conversation qu'on a eue avec Mélanie dans la première saison du Chip. Chauffé. Mélanie, tu avais raison. Mélanie, tu te souviens de cette discussion sur est-ce que c'est scandaleux que les Jenner, ceux-ci, s'emparent de toutes ces questions-là. Bref. Merci. Voilà, je te rends crédit maintenant. Y a des nuances à apporter parce que lorsqu'on parle de métissage, on est face à un concept un peu fourre-tout. Trevor Noah, qui lui aussi est métis, il est sud-africain. Et là-bas, la question raciale est complètement différente de la France, des États-Unis, du Brésil. Lui, en étant métis, il était dans la catégorie colored et il était un peu un sans race. Et il s'est toujours senti un petit peu à l'écart jusqu'à ce qu'il rencontre un Américain blanc en Afrique du Sud et qui lui parle de ça et cet Américain lui répond ça. And he said to me, well, you know, Trevor, it's funny you say that because if you come out to America, they'll label you as black. I said, really? And he was like, hell yeah. Oh yeah, everybody's black out there. I was like, wow. Well, I want to be black. And I found out it's true. Mixed race people are categorized as black in America. Yeah. Et donc voilà, du coup, ce que ce monsieur explique à Noah, c'est qu'avec sa couleur de peau, même en étant très clair, mais en étant un peu basané, en étant racisé, il tomberait dans la catégorie noire aux États-Unis. Je pense qu'il fait allusion à la goutte de sang, à la one drop. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors la règle de la goutte de sang unique, donc la one drop rule, c'est une règle qui a été mise en place par les colons européens quand ils sont arrivés aux États-Unis pour en gros maintenir la pureté de la race blanche. Et elle impliquait en fait qu'à partir du moment où dans ton ascendance il y avait quelqu'un de noir, tu étais toi aussi quelqu'un de noir. C'est une règle qui a varié en fonction des époques et en fonction des lieux aux États-Unis. Les standards pouvaient changer. Il y avait les octoroons, c'était si tu avais 1 sur 8, un huitième, donc 1 sur 8 arrière-grands-parents. La règle du 1/16e pouvait s'appliquer dans certains endroits à certaines époques, mais elle s'est formalisée dans le droit américain au début du XXe siècle. Et elle a servi de fondation aux règles de ségrégation de Jim Crow. Donc c'est environ 1915 qu'on a effectivement ancré que si tu avais du sang noir dans ton ascendance, tu étais noir. Et en France, ou plutôt dans les colonies françaises? Dans les colonies françaises, donc c'est ce que Louis Georgetown m'explique dans mon article. Il y avait des règles. Le code noir. Il y avait des règles similaires puisque le code noir, donc qui régissait la vie des esclaves dans les Antilles, expliquait que l'enfant issu d'une relation interraciale était considéré comme noir aussi. En tout cas, au moins esclave. En tout cas, au moins esclave. Même si on pouvait introduire des degrés, donc une forme de colorisme. Tu parlais de Chabin, de absolument. Mila, il y a des. C'est très bizarre de le dire comme ça, mais il y a une sorte de hiérarchie et de raffinement de la racialisation qui fait que si tes deux parents sont métis, c'est pas le même statut que si tu as un parent noir et un parent blanc. Et donc ça a impliqué effectivement, dans les Antilles en tout cas, une sorte de course à la proximité, à la blanchité qui te permettait d'atteindre un statut social plus élevé en fait. Et d'avoir peut-être des droits supplémentaires. Ouais, absolument. Justement, on y vient là, le mot mulâtre, mulatto en anglais est complètement banni. Ouais. J'en ai déjà fait l'expérience en le disant, en me faisant reprendre. Non, ne dis pas ça. Ouais. C'est comme colored people, quoi. C'est des termes hyper anciens qu'on rechigne à utiliser aujourd'hui. Les gens colorés. Ouais. Pourquoi il ne l'est pas en France? Louis Georgetown, lui, il parle de la politique des mulâtres. Ouais. Est-ce que tu peux... En fait, je me posais la question du rôle des personnes métisses et light skin de manière générale dans les combats abolitionnistes et antiracistes.
Et en fait, il m'expliquait que cette politique des mulâtres, c'était le nom qui avait été donné à la tendance des métis et donc des light skin de défendre leurs intérêts avant tout, pour accéder justement à cette blanchité, défendre leurs intérêts sans pour autant défendre ceux des noirs, si j'ose dire. Et du coup, la politique des mulâtres est venue une façon de désigner un peu cette politique hypocrite qui visait à défendre ses intérêts avant tout, sans vouloir un avancement général des noirs, quoi. Et malgré tout, malgré cet aspect, on a aussi des contre-exemples hyper intéressants. Ouais. On parle de Walter Francis White, qui était très clair de peau, en fait, qui n'importe où pouvait passer pour une personne blanche, et qui a été un militant de première importance, qui s'est servi justement de cette sorte de privilège. Exactement, pour se rapprocher du pouvoir. Ouais, c'est ce qu'expliquait donc J. Reginald Daniel. Walter Francis White, c'est un type qui passerait pour blanc pour n'importe qui, mais qui revendiquait le fait d'être un nigro, c'est ses mots, parce qu'il avait une goutte de sang noir justement, qui devait a priori être hyper ancienne, parce que clairement il ressemble à mon grand-père qui vient de Dunkerque. Et donc il était un des leaders de la NAACP, qui est la National Association for the Advancement of Colored People. Et il s'est servi justement de ce qu'on appelle ce passing, donc cette capacité à passer pour blanc, pour enquêter sur les lynchages dans le sud et approcher le Ku Klux Klan de très très près, puisque personne ne pouvait présumer du fait qu'il était noir. Il y a d'autres exemples éminents. Alors, pas dans un cas de passing, il passait pas pour un blanc, on savait que c'était une personne de couleur, mais Malcolm X. Dans le film de Spike Lee, c'est Denzel qui joue, donc Denzel est plus foncé que le Malcolm d'origine, mais dans son autobiographie, il parle en fait de sa mère qui est très claire de peau, qui est d'origine caribéenne, et donc qui a du sang européen, et que lui-même s'en veut de ce sang-là, d'avoir cette origine-là, parce qu'il arrive à un moment de sa vie où il rejette le blanc, mais en même temps il reconnaît que son père, qui lui était foncé de peau, le frappait moins que ses petits frères, qui étaient du coup pas aussi clairs que Malcolm, et que d'une certaine façon ça avait des dynamiques hyper particulières. Du coup, moi j'avais une question autour de ce qu'on peut peut-être appeler le privilège métis. Je ne sais pas ce que tu en penses dans la prise de parole antiraciste. Alors on a parlé effectivement de la politique des mulâtres, mais plus précisément, toi en tant que métis, comment tu te positionnes dans ta prise de parole pour la cause antiraciste? C'est très compliqué parce que il y a les métis et les light skins sur internet, c'est un peu un mème de gens un peu hypersensibles, un peu géniards, qui se plaignent de pas savoir où ils appartiennent, blablabla, et qui pour autant bénéficient d'un privilège immense qui est celui de ne pas avoir pour les hommes cette dimension de menace, et pour les femmes le fait d'être masculinisées, comme par exemple Aya Nakamura ou Serena Williams, ou des femmes qui sont offensées. Sur la prise de position, à titre personnel, c'est compliqué parce que je navigue un peu entre la revendication d'une identité métisse à proprement parler et en tant que telle, et une identité noire. Quand j'étais petit, je me suis toujours dit métisse. Quand je me suis un peu plus renseigné sur mon histoire et l'antiracisme de manière plus générale, je me suis dit je suis noir. Pour ce qui est de la prise de parole à proprement parler, je sais pas, j'ai tendance à vouloir m'effacer un petit peu quand il est question de... Enfin, je sais qu'à titre personnel, par exemple, j'ai jamais subi de contrôle de police. Et je pense que ça tient au fait que je suis très clair de peau, tu vois. Donc, vouloir m'accaparer la parole sur les violences policières qui concernent les personnes racisées, ça me paraît pas franchement utile. Quand je t'ai connu, Pierre, ta description sur Twitter, c'était Mulatto Bill Gates in the making. Tu l'as enlevé, est-ce que c'est justement un retour de flamme? C'est toujours le cas? Je crois que je l'ai encore. Je crois que tu l'as enlevé. Pardon, c'est quoi ta question du coup à ce sujet? Est-ce que c'est parce que je pensais que tu l'avais enlevé, du coup, que ça avait été lié à... Est-ce que tu as eu des retours un peu vifs? Tu sais quoi, je me suis posé la question, pas par rapport aux gens qui me suivent qui sont français, parce que c'est une question qui se pose moins, mais aux gens qui me suivent et qui sont américains, qui auraient pu un peu plus faire tiquer. J'ai jamais eu de question à ce sujet-là. Je me pose pas trop la question, mais je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Moi, je me posais la question plutôt, mais en fait, c'est qui les métis les plus riches au monde? Qui sont-ils? C'est marrant que tu me poses cette question parce que quand j'ai eu la conversation avec donc le professeur Daniel, il m'expliquait clairement qu'il n'y a que les États-Unis comme pays où on pourrait penser que Beyoncé est une femme noire. Et c'est vrai qu'en France, elle paraîtrait pour métisse, et c'est pour ça aussi que j'ai l'impression en France, le message de Lemonade sur les violences policières et la revendication de l'identité noire a été
pas mal pris, mais aussi peu compris, parce que les gens se disaient, mais je savais pas que t'étais noire, personne m'a prévenu. Et pareil, Rashida Jones, qui est une actrice que j'ai adorée dans Parks and Recreation, j'ai appris... Oui, je l'ai... Non, mais c'est une réaction épidermique que je comprends. Pareil, j'ai appris que c'était la fille de Quincy Jones, mais il y a très très peu de temps, où Maya Rudolph, qui est la fille de Minnie Riperton, la chanteuse. Comment ça ? Et donc je pense que la racialisation, encore une fois, c'est aussi un truc de revendication personnelle. Ces femmes-là, ce sont toutes des femmes qui ont revendiqué le fait d'être noires. Alors, si c'est simplement en vertu de la règle de la goutte de sang ou d'une revendication personnelle, ça, c'est pas à moi d'en décider. Mais ouais, je sais pas, j'imagine qu'elles peuvent être considérées comme des métisses influentes. Ouais. Moi, je sais c'est qui le métis le plus riche de France. De France ? Ouais, c'est Booba. Ouais. C'est Booba. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu des Lions du Sénégal et un peu de Jean-Edouard. Il avait un truc comme ça dans DKR. J'ai du Mamadou, j'ai du Jean-Edouard. J'ai du Mamadou et Jean-Edouard, c'est dans quoi déjà ? C'est pas dans Friday, dans Friday, tous les jours négro c'est Friday. Et c'est intéressant de voir parce que c'est un mec qui est totalement métis, sa mère est blanche, et c'est un mec qui a totalement choisi son camp. Et j'ai l'impression que c'est un truc que les métis peuvent faire, c'est vraiment choisir du coup de quel côté. Il aurait pu choisir de jamais revendiquer cette partie, de pas faire des sons comme du DKR. Encore une fois, si tu choisis, dans l'hypothèse où tu peux choisir la blanchité, ça me paraît impossible qu'on ne te renvoie pas à la part d'impur, entre guillemets, qui existe en toi, tu vois. Oui, c'est ça, tu seras jamais blanc, en fait. Si Booba avait revendiqué ce côté Jean-Edouard, c'est pas qu'on l'aurait pas cru, mais c'est qu'on lui aurait dit, tu viens d'où en vrai, tu vois. Donc, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ma question suivante. C'est le moment où je te pose celle à qui, quand on est métis, en soirée, on l'a souvent, à savoir, mais t'es de quelle origine ta famille Alors, je suis ch'ti et béninois. C'est un cocktail assez absurde, mais qui existe plus souvent qu'on peut le penser, parce que j'ai plein d'amis qui sont dans la même situation que moi. Donc, mon père est du Bénin et ma mère est de Dunkerque. D'accord, donc t'as une famille blanche et une famille noire. Ouais, exactement. Mais du coup, autour de ça s'est articulé un peu comment ton questionnement parce que tu as fait un voyage au Bénin, c'est ça ? Je fais un voyage au Bénin il y a, j'ai envie de dire, mai 2016, je crois. Je crois que c'était il y a 2 ans, c'est très bizarre parce que j'ai grandi dans un environnement excessivement blanc. Comment ça, excessivement ? C'est comme s'il y avait trop de blanc. Non, mais très blanc. Très blanc en tout cas. Je crois qu'il y avait un autre type métis dans mon école en primaire, et au collège et au lycée ça allait en s'augmentant parce que les établissements grandissent et du coup tu brasses un peu plus de monde. Mais ouais, en fait le seul accès à la culture béninoise que j'avais, c'était parce que mon père a bossé pour l'association des ressortissants béninois de France. Du coup j'allais à la fête de l'indépendance, le Nouvel An je le faisais avec eux. Il y avait de l'art chez moi, mais c'était très limité, c'était très cantonné en tout cas. À la maison, dans ton foyer au quotidien, est-ce que du coup ton père te maintenait un lien avec la culture, la bouffe par exemple, la musique, non ? La musique un petit peu, la bouffe non, quand j'avais des tantes parce que évidemment c'est genré comme activité. Un peu plus, mais au-delà de ça, pas vraiment, non. Et c'est surtout quand je suis allé au Bénin que j'étais genre ça s'est passé comment, j'ai plein de choses à apprendre. C'était très marrant parce que donc j'étais la plupart du temps je traînais avec ma cousine, et à chaque endroit où j'allais il y avait un gamin pour dire Yovo très très fort dans mon sens, et Yovo ça veut dire blanc, et elle ça la faisait hurler de rire évidemment parce qu'elle est pas métisse et de parents sont noirs. Moi j'étais là genre c'est très très difficile d'essayer de revendiquer un truc en France, et tu prends l'avion pendant 6 heures et t'as un truc qui s'écroule parce que tout état de cause tu ressens plus à un blanc qu'à un noir, quoi. Ouais. On a reçu un DM d'un auditeur qui parle du décalage qu'il ressent avec certains membres de sa famille, je pense qu'il est métis, qui lui disent qu'ils ont plein de couleurs différentes, mais pour eux la couleur de peau c'est jamais un sujet. Et donc ils lui disent je comprends pas pourquoi c'est un sujet pour toi comme ça. Et du coup il nous demande si un blanc de votre entourage ou famille se sert de vous comme argument pour prouver son non-racisme ou pour éviter les sujets qui fâchent. De toute façon j'ai un noir dans la famille ou j'ai un ami noir. Vous lui diriez de quoi, et est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Donc je te renvoie la question. Est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Qu'on se serve de toi comme alibi. J'ai envie de te dire oui. Et je pense que c'est d'autant plus facile dans le cas de personnes métisses parce que c'est un noir plus accessible qu'un noir foncé. Je sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais c'est plus facile. Sans jeu de mots. Non, mais voilà, exactement. Mais c'est plus facile de servir d'une personne métisse pour dire que je connais quelqu'un qui est un peu basané,
plutôt qu'une personne noire très foncée en tout cas. Le procédé est moins visible, oui, parce moins abusé. Ouais, c'est moins abusé. Il y a une proximité qui fait que du coup c'est plus facile de l'instrumentaliser. Qu'est-ce que je dirais à cette personne-là Je sais pas trop, j'ai tendance à refuser la conversation en toute honnêteté dans ce genre de situation-là, mais je sais pas. T'es un peu comme Régnier et Dololch, tu refuses maintenant la confrontation. C'est beaucoup d'énergie, quoi. C'est beaucoup d'énergie et de temps perdu. Et puis souvent, dans ces situations-là, t'es face à plusieurs personnes blanches qui te disent « Mais non, il n'y a pas de problème. » Ouais. Toi, en fait, t'es la seule personne racisée à essayer de dire « Mais en fait, quand même. » Toi, ça t'est arrivé, ça ? Ouais. Et alors, tu réponds quoi, toi, du coup ? Tu fais quoi ? Ça dépend des situations. Moi, maintenant, après des années de pratique, j'adapte ma stratégie. Ça dépend vraiment des situations dans lesquelles je me trouve. Si je vois qu'en face, c'est juste de la provoque et c'est juste pour me faire sortir et faire du dominant porn, comme dit Marie da Silva, dans ce cas-là, comme toi, j'évite, je dis « Ouais, non, mais voilà, je passe à autre chose. » Quand c'est une personne qui me demande vraiment, en me posant vraiment une question, parce qu'elle veut vraiment comprendre, là, j'essaye d'en parler. En fait, voilà, moi, tout est une question de situation et de stratégie. Ouais, et d'intention aussi, effectivement, parce que quand tu sais qu'en face, t'as juste des gens qui veulent te prouver que t'as tort, alors qu'en vrai, t'as raison, mais bon, ça, ils ne peuvent pas le savoir. Mais oui, c'est pas la même chose, parce qu'il y a un vrai coup émotionnel, surtout quand c'est ta famille, on en a déjà parlé, ou tes amis proches. C'est un truc, émotionnellement, ça peut faire monter les larmes aux yeux, donc faut se protéger, quoi. Je sais pas, est-ce que toi, il y a quelque chose, peut-être un truc que tu voudrais nous dire sur le métissage en France ? Comment tu voudrais que ça évolue, on va dire, à part les bébés métis qui vont résoudre le racisme ? C'est justement de ça dont j'allais parler. C'est la fin de mon article et je trouve que je sais pas pour me jeter des fleurs parce que c'est pas moi qui ai fait tout le travail, mais c'est vraiment une partie très intéressante de ce papier, je trouve. C'est la fascination et le fétichisme dont les relations interraciales et les bébés métis, du coup, qui en résultent, font l'objet. Je trouve ça fascinant en fait qu'on puisse penser qu'un bébé métis est plus beau qu'un bébé noir ou qu'un bébé blanc. C'est un truc qui me trouble un petit peu. Et ce que dit J. Reginald Daniel dans l'article, c'est que c'est un outil à double tranchant, les couples interraciaux et les bébés métis, parce que d'un côté, ça peut effectivement sensibiliser, mais d'un autre, on peut s'en servir comme d'une excuse pour prouver que le racisme n'existe plus. C'est faux. J'espère que tout le monde est bien au courant de ça. Mais ouais, ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. Ouais, puis c'est un peu bizarre de dire quand on sera tous métis, il n'y aura plus de racisme. Ça veut dire qu'en attendant, c'est pas grave s'il y a du racisme envers les personnes foncées. Ou, ouais. Et puis l'essentialisation et le fétichisme des personnes métisses, il est aussi très problématique parce que il y a l'idée de créer des noirs plus acceptables parce que plus proches de la blanchité. On en revient à ce phénomène des Antilles pendant l'esclavage et l'idée de en gros saupoudrer un blanc d'un peu d'exotisme pour le rendre un peu différent et alt, quoi. Donc dans les deux cas, c'est pas hyper. C'est malaise. Ouais. C'est marrant comment la définition du mot métis, elle est très ancrée dans un imaginaire justement esclavagiste et racial. Ouais. Quand on pense métis, on pense nécessairement à un mélange de noir et de blanc. Par exemple, si jamais demain, moi j'étais genre moitié russe, moitié thaïlandais, je serais pas métis, je serais genre eurasien ou je sais pas quoi. Il trouverait un autre mot. Ouais. Donc déjà, c'est marrant de voir à quel point ce mot il est ancré dans une réalité très géographique et très très concrète. Et l'autre truc, c'est que moi aussi je suis métis. Moi aussi je suis métis en fait. Ma grand-mère était ce qu'on appelle les Indiens chez nous. C'était une coulis, quoi, parce que tu sais, il y a une grosse immigration indienne. Faut plus dire ce mot-là. Oui, je sais, mais bon, c'est chez nous, c'en est pas un, justement. Et donc voilà, je suis à moitié, donc je suis un peu capre, je suis un peu nègre, je suis un peu, enfin tu vois, je suis totalement métis. Et pourtant, quand j'arrive et que je dis je suis un petit, moi aussi je suis un bautismé, bah ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il y a un problème avec la définition même du mot, quoi. Et puis juste ce que tu disais sur ce mot, c'est vrai, ça m'a fait penser en fait que quand c'est des femmes, il y a aussi un côté très sexualisant, notamment la chanson Mathéma Métis de notre ami Julien Clerc. Enfin, il y a ce côté-là, quoi. C'est ce que je voulais ajouter en fait à François, quand tu dis que quand on dit métis, c'est très connoté à une histoire de l'esclavage, j'ai pas l'impression en fait que aux yeux d'un grand public, le mot métis, c'est Mathéma Belle Métisme, Mélissa Métis d'Ibiza, Julien Clerc, ou c'est je suis métis, un mélange de couleurs et qui est vendu comme tu vois un truc cool en même temps, enfin tu vois quelque chose d'inoffensif, quelque chose de voilà, et
tout le monde chante et qu'on est tous métis. Il y a une sorte de notion de compromis idéal, de mélange un peu futuriste et vraiment idéal de ce que le monde devrait devenir d'ici 50 ans. Ouais, on a tendance à occulter la violence. Oui, la violence dont qui en est à l'origine, bien sûr. Parce que... on parle de personne, en fait. Mais bien sûr, mais parce que sous l'esclavage, l'origine du métissage, en tout cas quand il est lié à l'esclavage, c'est le résultat de viols de maîtres blancs d'esclaves noirs, quoi. Donc l'idée de faire de ce truc un délire un peu kumbaya, elle est un peu gênante quand même. Ouais, aux Antilles, on a tendance à beaucoup parler d'identité métissée, de créolité, pour en faire quelque chose de positif, une revendication culturelle, parce que oui, c'est devenu une source de richesse en fait, la juxtaposition forcée par la déportation et l'esclavage de plusieurs populations qui du coup ont créé un syncrétisme culturel. Bah oui, du coup ça fait qu'on a du Colombo, du Madras et des meufs qui ressemblent à Rihanna. C'est vrai que c'est cool, mais on a tendance à survendre ce truc-là et pas assez la réalité qu'il y avait derrière. Alors cette semaine j'ai 2 recommandations. La première c'est une vidéo du média américain Insider, plus précisément sa verticale Voices of Color, à propos du jeu Fortnite. Est-ce que vous êtes tous à jour sur ce qu'est Fortnite? Yes. Mélanie, on a joué avec toi. Je sais que t'es à jour. Bon, Fortnite, voilà, jeu de tir à la 3e personne, mix entre PUBG, Player Unknown Battleground, pardon. T'as perdu les noms initiés là. En gros, c'est un jeu de tir où tu vois ton personnage à l'écran et c'est un mélange entre ça et Minecraft parce que tu peux construire en fait des forts et des choses comme ça pour prendre l'avantage sur tes adversaires. C'est très cartoon quoi, c'est très cartoon, c'est très accessible et ça se joue en ligne, donc c'est un MMORPG. Pas un MMORPG, un jeu online. C'est assez génial. J'y joue. Ajoutez-moi sur le PSN. @WillSmith, merci. Là, tu l'écris Will Smith encore? WILSMEF, Will Smith. C'est mon vrai blaze. 125 millions de joueurs et $1 milliard générés pour l'éditeur du jeu Eidos depuis la sortie du jeu en octobre dernier. Ça fait beaucoup. C'est le jeu le plus successful entre guillemets de l'histoire du jeu vidéo. Drake et Travis Scott sont fans, on le sait. Ils ont joué en ligne avec des Twitch. Avec des YouTubers, des Twitchers. Ouais. Avec des Twitchers, on sait vraiment qu'ils sont fans. Le souci de ce jeu, c'est qu'on peut faire danser son personnage. En fait, vous avez un personnage à l'écran, etc. Vous pouvez envoyer, vous savez, des emojis, des emotes. Vous pouvez dire, vous pouvez faire des petits smileys, des choses comme ça. Et vous pouvez également faire danser votre personnage pour célébrer une victoire ou pour juste faire le con et troller. C'est un truc assez courant dans les jeux vidéo en ligne. Le problème, c'est que les danses en question, ce sont des danses qui sont inspirées de la réalité. Vous avez le dab, vous avez le shoot, vous avez le milli rock. Oui, il y a également comment on appelle ça déjà? Le floss, voilà, la danse du backpack kid. Et donc c'est des danses qui ont été volées pour la plupart à des artistes rap noirs populaires comme Block Boy JB ou 2 Milli. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De l'argent. Oui ou non, c'est pas sûr en fait. Et c'est la question que soulève la vidéo. Est-ce qu'il faut les compenser financièrement, sachant que ces danses, on peut également les acheter par des achats in-game. Et donc en fait, on parle pas juste d'un délire numérique, on parle d'un délire qui rapporte des millions et des millions de dollars. Et donc qui pourrait également rapporter des millions de dollars à ces artistes. Donc ça soulève 2 débats intéressants. Le premier, la question du copyright et la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on peut copyrighter les danses, les gestes? Voilà, est-ce qu'on peut copyrighter un geste, un pas de danse? Donc c'est une question super intéressante, surtout avec l'émergence du numérique. La deuxième question, évidemment, c'est celle de l'appropriation de la créativité d'artistes noirs par des immenses corporations. Qui est quand même une petite tradition. Qui est une tradition et qui prend plusieurs formes et qui prend une nouvelle forme, je trouve, avec l'émergence des jeux vidéo. Et donc là, on parle de l'appropriation de ces artistes par une corporation qui fait littéralement des milliards de dollars. C'est une zone grise qui est assez intéressante, je trouve, à explorer. Je sais pas si vous vous souvenez de la gamine Cash Me Outside, How Bad That, qui était une gamine blanche américaine, Bad Baby, voilà, une gamine blanche, mais qui du coup s'appropriait une expression, une façon d'être noire, et qui après a vendu des t-shirts et des pulls Cash Me Outside, et tout le monde disait mais qu'est-ce qui se passe parce qu'elle est pas blanche, elle est noire, elle est pas noire justement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça me fait penser à l'histoire de cette meuf qui était sur Vine, qui s'appelle Peaches Monroe et qui la meuf des sourcils on flick, qui a créé l'expression, qui a littéralement créé l'expression et s'est fait zéro thune sur ce truc
truc qui a été viral à des proportions immenses, quoi. Exactement. C'est une question super intéressante qui est soulevée dans la vidéo. Il y a des artistes qui sont interviewés, il y a des extraits de clips, des choses comme ça. Et il y a aussi, une interview d'une avocate spécialiste de la propriété intellectuelle. Donc c'est cool, c'est passionnant. Écoutez ça. On va mettre le lien. Ma deuxième recommandation, c'est Cléopatra. C'est un article de Noisy sur le site, sur le groupe Cléopatra. Est-ce que vous connaissez Cléopatra ? Bien sûr. Tu es trop jeune, Pierre. Moi, je connais. Cléopatra. Évidemment que tu connais, mec. Cléopatra, girl band britannique des années 2000. Prends ça, Spice Girls. 3 sœurs, elles avaient 3 sœurs noires évidemment, elles avaient des box braids, vous savez, l'espèce de natte, des salopettes, et il y en avait une qui avait un masque de ski sur le front. Elles ont cartonné donc avec leur tube qui s'appelle du coup Cléopatra. Coming at ya. Dans les années 2000, elles ont été signées par Madonna. Elles étaient originaires de Manchester, j'ai oublié de le dire. Et donc c'est un peu une version noire et cool des frères Hanson, on va dire, qui a bercé pas mal d'enfance, notamment la mienne. Et donc l'article de Noisy que je vous recommande, il a été écrit à la première personne par l'une des 3 membres de Cléopatra qui s'appelle Cléo Higgins. Et donc c'est super intéressant parce qu'elle raconte vraiment de l'intérieur la façon dont elles sont devenues mondialement connues très jeunes. Elles avaient quelque chose comme 14 ans à l'époque, et donc la façon dont elles ont été perçues par le public, par l'industrie, par les fans, l'impact aussi qu'elles ont eu en tant que l'un des tout premiers groupes 100% noirs et féminins de Grande-Bretagne. Donc c'est super intéressant parce qu'à l'époque la Grande-Bretagne c'était quoi? C'était Oasis, donc ou Spice Girls. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce... Je repère le 2e Slender sur les Spice Girls. J'arrêterai jamais. On fera un épisode entier sur ça. When to become one. Elles racontent leur rencontre avec le Star System. Elles ont rencontré Lionel Richie, elles ont rencontré Destiny's Child, c'est cool. Elle raconte également son retour à la musique, donc en tant qu'adulte et en tant qu'artiste solo. Après des années, elle a fait The Voice version britannique. Apparemment, elle a été plutôt bien accueillie. Et elle raconte évidemment la condition, qu'est-ce que c'est qu'être une femme noire dans l'industrie musicale. C'est super cool. Lisez ce papier, c'est vraiment intéressant. C'est entièrement en anglais, comme d'habitude. Bon, voilà, désolé, mais c'est très cool. Et personnellement, moi, j'attends une interview des Nubians ou mieux des Natives version française. Ah oui, c'était aussi la sœur, mais c'était encore avant. Ça, voilà, des Martiniquaises. Ah, c'était bien, ça. Celle qui manque, c'était mortel. c'est les DS. Ce n'est pas de ça? Oui, on a changé. Les consoles, on a changé, on a grandi, trop loin tous les deux. Moi, je vais, comme la dernière fois, encore vous parler de sport. Je vous avais parlé d'N'Golo Kanté en iconique. Là, je reste dans le sport, mais cette fois-ci, je change de sport. C'est un podcast de chez Binge, d'ailleurs, qui s'appelle Hors Limite et qui fait une série qui s'appelle Corps et l'âme. Ça parle de la patineuse Surya Bounali, qui est devenue une légende mondiale de la discipline. Une icône dans les années 90. Elle a un parcours assez original, assez hors du commun. Elle est née à La Réunion, mais elle a été adoptée par une famille hexagonale et élevée dans un petit village près de Nice. Elle en a bavé pour arriver au plus haut niveau. Ça a été dur physiquement, mentalement. Donc dans ce podcast, on retrouve les acteurs qui ont contribué à faire d'elle une icône. Sa famille, ses premiers entraîneurs. Ils parlent tous de son tempérament, de son mental, de ses qualités athlétiques, et puis de ce fameux saut en 1998. Oui. Que j'ai vu. Voilà, le salto arrière interdit au JO de Nagano. Tellement craqué parce que personne d'autre pouvait le faire qu'ils ont refusé la figure et ils lui ont pas donné les points. Quoi, en fait, donc Surya au début de son exercice, ça commence pas très bien, elle fait une petite chute sur une figure pas si difficile que ça. Donc elle sait que la médaille d'or est hors de portée, donc RAF. Donc elle se dit c'est la fête. Le tout pour le tout. Elle se dit qu'elle va faire un saut arrière réceptionné sur un seul pied, et bien que le règlement n'en fasse pas mention, puisque personne ne sait le faire, elle recevra une sévère pénalité et finira 10e. Donc c'est un moment assez sombre, mais en fait, pourquoi je vous parle du podcast? Déjà parce que c'est du sport féminin, c'est cool, ça change du foot. Et le podcast, il est réalisé par Anne-Cécile Genre, qui a pu rencontrer Surya aux États-Unis. Elle vit dans le Midwest désormais. Et elles ont remonté l'histoire pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé dans sa tête et dans son corps au JO de Nagano. C'est 6 épisodes de 15 minutes. Allez-y, foncez, c'est super cool. J'étais tellement fan de Surya Bounali. Mais la meuf, c'est Serena Williams, avant Serena Williams, excusez-moi, mais c'est un peu le même profil, quoi. La meuf ultra athlétique qui s'est pris plein la gueule pour ça. Et qui arrive dans une. Parce que ça, ils en parlent dans le podcast, dans un sport qui, en fait,
plus pour les femmes. Pour les mecs, il y avait un peu d'athlétisme et tout, mais pour les femmes, c'était faites des belles arabesques. Soyez jolies, soyez fines, soyez machin. La meuf, elle arrive, elle te fait un grand écart en faisant un salto arrière. Et puis elle a suscité un peu les mêmes jalousies en mode ouais, mais elle est trop puissante, elle est presque masculine, faudrait lui faire des tests de testostérone, des trucs comme ça. Enfin bref, Surya, go Surya. Donc l'hiver, pour moi, c'est propice à l'introspection et à la lecture. Du coup, quand je suis tombée sur un article du Monde intitulé « 10 femmes qui pensent l'Afrique et le monde », je me suis dit qu'il fallait que je me plonge un peu plus dans les œuvres de ces femmes-là, qui sont afrodescendantes, pour certaines d'entre elles. Alors c'est éclectique, hein, dans l'article. On nous dit elles sont romancières, philosophes, artistes, féministes, chercheuses, militantes, politologues ou tout cela à la fois. Donc on trouve bien sûr Chimamanda Ngozi Adichie, qui est quand même maintenant assez connue, mais aussi une certaine Ken Bugul, qui raconte son existence avec plusieurs familles qui l'ont rejetée parce qu'elle est pareil, à la fois en France, à la fois en Afrique, et donc notamment dans un livre qui s'appelle Le Baobab Fou. Il y a aussi une philosophe qui anime un séminaire sur la philosophie africaine qui s'appelle Nadia Yala Kisukidi. Et ça, Kevin, ça va peut-être te parler. On a aussi une curatrice d'art qui veut décoloniser l'art, parce qu'on sait qu'il y en a besoin, qui s'appelle Koyo Kuo. Et enfin, je terminerai, il y en a d'autres, mais moi je terminerai par Françoise Vergès, qui est politologue et universitaire, autrice du Ventre des femmes, qui est aussi quelqu'un de très 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 anti-white féminisme, qui appelle vraiment à décoloniser le féminisme, à se remettre en question. Donc en fait l'idée pour moi c'est de lire l'article et puis ensuite lire les œuvres de ces femmes, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce domaine, et pour une fois qu'on donne la parole à des femmes comme ça, faut vraiment faire ressortir pour moi cette richesse là, quoi. Donc c'est ma recommandation. Moi aussi je vais parler de livres et je vais rester dans le thème du métissage. Ma recommandation, c'est un bouquin de Yasmine Modestine. C'est une comédienne, musicienne, chanteuse, et elle a écrit un bouquin il y a quelques années maintenant, je crois que c'est début des années 2010, qui s'appelle « Quel dommage que tu ne sois pas plus noir ». Et donc ça, c'est une phrase qu'elle a entendue parce que, en gros, dans ce bouquin, elle raconte ce qui lui est arrivé en tant que comédienne métisse. Elle est martiniquaise et berrichonne. Et elle le précise à plusieurs reprises, il me semble, dans le bouquin. Ce qui lui est arrivé donc, quand elle était étudiante au Centre national supérieur d'art dramatique, si je ne me gourre pas, où on lui filait systématiquement les rôles d'esclaves. Elle explique que Cléopâtre, historiquement, c'est une personne métisse. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de jouer Cléopâtre et pourquoi c'est une femme blanche qui doit jouer. Une femme noire même. Hein. Ouais. Les Africains. Elle était pas grecque. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je voulais juste dire que les Égyptiens de l'Antiquité étaient noirs. Oui, calme-toi, panafricain. Check Anta Diop représente. Je suis un vrai hotep, moi. Désolé, Pierre. Non, t'inquiète. Et du coup, elle parle de ça. Elle parle aussi de ce qui lui est arrivé dans le monde du doublage, où on lui disait que sa voix était pas une voix assez noire pour jouer le rôle d'un personnage noir, et donc tout ce que ça implique en termes de projection sur, tout ce que ça implique en termes de projection sur les voix noires dans le ciné et dans les séries. Enfin bref, c'est un bouquin hyper intéressant. Je l'avais rencontré il y a quelques années, et elle a plein de choses intéressantes à dire, et du coup, je vous recommande son bouquin. Merci. Attends, pour terminer. Ouais. Recommandation bonus, ta skincare routine, s'il te plaît, Pierre, parce qu'il faut savoir qu'il a un glow, Pierre. Voilà. Il en parle un peu sur Twitter. Qu'est-ce que j'aime bien en ce moment? J'aime bien une marque qui s'appelle Ayele, A-Y-E-L-E. Donc j'utilise ce cleanser-là. En toner, j'utilise le toner fraîche avec les pétales de rose à l'intérieur. Il est très cher, mais il vaut le coup. Ensuite, en sérum, c'est une marque qui s'appelle Pai, P-A-I. Et en crème hydratante, je teste la crème hydratante Glossy en ce moment, si tu veux tout savoir. Merci. Je croyais que tu allais nous répondre I woke up like that. De ouf, t'as raté une belle occasion. I wish de ouf. Non, merci. C'était le Chip. On revient dans 15 jours et on a une grande annonce. On fait notre premier live. Donc ça sera le jeudi 13 décembre à Paris, au théâtre de l'antenne de Binge Audio, et c'est gratuit. Mais par contre, il faut vous inscrire sur Eventbrite et ou sur l'événement Facebook. Vous pouvez prévenir la famille, les amis, le chien, le chat. Venez, on va rigoler, ça va être bien. On va vous préparer un épisode spécial. Il y aura de l'interactivité. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Instagram sur le Chip Podcast. Merci Kevin. Et vous pouvez aussi nous laisser une review et nous mettre
5 étoiles. Merci François. Merci à Pierre pour cette participation. Pierre, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux ? Mon hâte, c'est Pierre, Piekhe. Voilà, sur Twitter. Et sur Instagram, tu veux qu'on Sur suive, Instagram, c'est Pierre Personne, si vous voulez me voir en vacances, mais au-delà de ça, voilà. Ok, merci. Cette émission est réalisée par Jules Gelaoui. Merci à lui. Julio. Et on se dit quoi ? Dans 15 jours ? En live. Bisous. En live live. and direct. Bisous. Bisous.